Pour ce nouveau récit de vie de Gatéméry, j'ai le plaisir d'accueillir Selim Niederhofer. J'ai rencontré Selim lors de mon TEDx, parce qu'en fait j'avais des personnes incroyables. Selim était vraiment mon buddy et il avait une histoire vraiment très chouette. Je voulais vous partager dans le podcast. Selim grandit dans un contexte rigoureux et militaire, mais sa curiosité et son intelligence relationnelle lui ouvrira les yeux du monde. Après ses études, il poursuit en achat dans de grands groupes avant de changer complètement de domaine grâce à des rencontres un peu insolites, vous verrez dans l'épisode. Il devient community manager de Patrick Bruel pendant des années et coach en séduction. Oui. Écoutez l'épisode jusqu'au bout parce que Selim donne de bons tips. Et il découvre ensuite le métier du copywriter. Et là, un nouveau monde s'ouvre à lui. Il nous partage toute son expertise et ses conseils sur ce métier qui semble nouveau, mais qui en réalité ne l'est pas vraiment. J'ai bien sûr adoré mon échange avec Selim, qui est vraiment sans langue de bois et très authentique, ce que j'ai beaucoup aimé, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Selim Niederhofer. Salut Selim! Salut Enger, comment ça va? Écoute, super, et toi? Je suis ravie d'être là avec toi. Pareil. Ça fait marrer. longtemps qu'on essayait de le faire, on a trouvé du temps. C'est superbe. C'est ça. Et du coup, juste pour le contexte, Selim, on s'est rencontrés au TEDx. C'était mon buddy. C'était trop cool. Et donc là, je suis vraiment contente de faire ça avec toi ici. Mais écoute, pareil, je pense que si t'avais pas été là, tu vois, au moment où on allait faire un peu de l'appli de méditation, de relaxation, franchement, ça m'a fait du bien. Je pense que j'aurais pété un câble et j'étais quand même ultra tendu juste avant de monter sur scène. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est fait une séance assez stylée de respiration, tout ça. C'était chouette. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Parce que t'as fait plein de choses, en fait, Selim, tout simplement. Donc, j'ai essayé, c'était dur pour moi de préparer l'interview parce que je me suis dit, mais de quoi on va parler de trop de choses. Donc, il fallait que je choisisse quelques parties. Et je vais commencer par ce que tu fais aujourd'hui, le copywriting. T'as dit quelque part, je sais plus où, je ne connais pas un copywriter pauvre en 2020. Ça m'a fait rire. Et en fait, dans ce podcast, on explore la réussite et les différentes manières de réussir dans un monde du travail complètement mouvant et où il y a de nouveaux métiers qui émergent, dont celui de copywriter. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est un copywriter ou le copywriting ? Bien sûr. Alors, le copywriting, en une phrase, c'est la science de vendre avec les mots. Ok ? Tu utilises de très bons mots pour provoquer l'achat chez ton client, chez ton lecteur qui devient ton client. D'accord. L'idée, c'est que copywriter, c'est pas un métier qui est nouveau, d'accord ? Depuis les années 30, 40, tous les gens qui ont écrit de la publicité, ce sont des copywriters. Copywriting, c'est écrire de la copie. Donc, ça peut être de la publicité dans un magazine, ça peut être une publicité radio, une pub télé, et aujourd'hui, beaucoup de campagnes Instagram, de campagnes sur LinkedIn. Les copywriters, aujourd'hui, ils écrivent des posts sur LinkedIn pour les PDG qui n'ont pas le temps d'écrire. Ils écrivent des séquences mails et toujours la sacro-sainte page de vente, d'accord ? Tu amènes ton lecteur sur une page de vente et normalement, si tu es un bon copywriter, tu as tellement bien rédigé ta page avec les bons arguments, la bonne structure, dans le bon ordre, avec la bonne émotion, tu as bien compris la psychologie, le besoin, les douleurs de ton lecteur et hop, à la fin, il arrive et il clique sur le bouton ajouter au panier, réserver ma séance, m'abonner, enfin, ton bouton de call to action, l'appel à l'action. Voilà, ça c'est le but du copywriter, faire en sorte de prendre par la main le lecteur du début à la fin de la copie pour provoquer une réaction. D'accord, très clair. Et qu'est-ce qui fait que ces demandes-là ont explosé ces dernières années? Tu vois, pourquoi le métier de copywriter, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure en intro, moi, il y a 3 ans, je crois que j'avais pas entendu parler de ce métier, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que récemment, ça a explosé? Ouais, bien sûr. Bien sûr, écoute, et c'est vrai le fait que tu le times, que tu le mettes à 3 ans en arrière, c'est vrai que il y a eu une augmentation quand tu regardes Google Trends, tu regardes effectivement, il y a de plus en plus de recherches de copywriters. Il y a une raison assez simple à ça, c'est la digitalisation de tous les business. Tu sais, juste avant le Covid, ça commençait à augmenter un peu. Ouais. Tous les business ont besoin de texte pour leur site internet, ont besoin de texte pour Facebook, ont besoin de mail pour entretenir la relation client. Donc tous les business ont besoin de texte. Autrefois, on parlait de rédacteur, ok. En gros, copywriter en français, c'est traduit par concepteur-rédacteur. C'est celui qui va te trouver la bonne idée et qui ensuite va rédiger tout ça, va mettre ça en forme. Les fameux rédacteurs web, quoi. Ouais, voilà. Mais rédacteur web, en fait, le gars, lui, il est plus cantonné à des missions d'écrire des articles de blog. D'accord, Okay. je vois. Le rédacteur web, on va dire qu'il est quand même plus, on l'appelle pour de la qualité d'un article. Il est à cheval avec des compétences SEO. Ok, un rédacteur web, on veut effectivement que il réussisse à faire ranker ses articles un peu plus haut, mais on lui demande pas forcément de faire cliquer à la fin.
Ok, D'accord. tu vois, typiquement des usines à clics, tu prends n'importe quel média, ok, n'importe quel média, que ce soit, allez, je vais dire Le Parisien, Combini, n'importe quoi. C'est des gens qui produisent du contenu, Mhm. ok. Allez, je vais dire Melty, ok, tu vois, Ah, je des vois. trucs Ouais. comme Melty, c'est article sur article sur article. Objectif juste vendre du clic, vendre de la page vue aux Bien annonceurs, sûr, je d'accord. vois. Mais ça, t'as juste besoin d'avoir un rédacteur web et ils sont connus tous ces groupes pour embaucher beaucoup de stagiaires qui pondent des articles de qualité moyenne et qui doivent en écrire, allez, je veux dire entre 5 et 8 à la journée, tu vois, Ouais, c'est je des vois. news, c'est du contenu chaud qui est consommable rapidement. Donc ça, c'est vraiment le côté rédacteur web. Maintenant, le copywriter, lui, on l'appelle beaucoup plus pour le business. Il y Ouais. a un objectif business de transformation, de captation d'adresse mail et il faut réfléchir avec lui, OK, qu'est-ce qu'on crée? Quelle est la mécanique qu'on va mettre en place pour capter plus d'adresses mail et pour vendre, vendre, vendre. Voilà, Ok. le copywriter, c'est vraiment ça, il est là pour vendre. Et 2019, du coup, quand tu dis ça commence à augmenter beaucoup, bah oui, parce que si tu veux, la digitalisation, il y a beaucoup de livres que tu as déjà dû voir, hein. On parle de gig Ouais. economy, ok? Beaucoup de gens deviennent freelance. Le salariat, ça fait plus forcément super rêver tout le monde. Je dis bien pas rêver tout le monde, d'accord? Ça reste quand Oui, ça même reste quand même, oui. quelque chose d'important. Ça te permet de prendre tes crédits, ta maison, de rassurer tes parents. Donc voilà, le CDI n'est pas du tout mort. Mais on va arriver à un moment, là je lisais les statistiques sur, tu sais, Malte. Malte, c'est la La plateforme des plateforme de freelance, ouais. freelances. Et là, ils ont fait une grosse étude sur l'Espagne, l'Allemagne et la France. Ils ont eu vraiment beaucoup de répondants. Et dans cette étude, on t'explique qu'on va vers à peu près un quart de la workforce qui va être qui va être Freelance. C'est freelance. dingue, ouais. Donc, ça correspond globalement à ce mouvement de société, de plus en plus de freelance, donc de plus en plus de développeurs freelance, de plus en plus de no-code, de plus en plus de copywriters qui peuvent être digital nomades. Tu vois, le Bien sûr. rêve de beaucoup de jeunes que je forme, ils sont super contents quand ils se disent, OK, bon, je vis à Grenoble, écoute, là, je vais me barrer à Toulon pendant 3 semaines parce que pourquoi rester chez moi à Grenoble? J'ai la chance de pouvoir trouver mes clients de partout et écrire de partout. Donc c'est vrai que ça augmente et la demande a vraiment explosé pendant les confinements parce que toutes les boutiques qui étaient fermées, elles avaient ces besoins en copywriting. Donc on a vu effectivement la demande en forte augmentation et là les chiffres on est passé de 30% des business qui étaient en ligne à 2 ans plus tard, il y a quasiment 65% des business qui sont en ligne. Tu vois, il y a encore un tiers de gens qui n'ont pas de boutique en ligne, qui n'ont pas une petite vitrine. Et ça, c'est encore le tiers que peuvent aller conquérir les copywriters qui ont envie de prospecter. Je vois. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais justement que le copywriting, le but, c'est le business. Et tu disais aussi qu'il y a des CEO qui, sur LinkedIn, qui utilisent beaucoup de copywriters pour écrire leurs posts, donc les ghostwriters. Ouais, bien sûr. Mais du coup, qui peut servir du copywriting justement? Est-ce que c'est juste des personnes qui ont quelque chose à vendre un produit, ou c'est des personnes qui veulent se vendre en mode personal branding? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Parce que les CEO, ils ont pas de trucs à vendre. Enfin, ils vont pas vendre un produit en disant allez sur ma page de vente et achetez, tu vois. Ouais, non, Mais bien sûr, bien tu sûr. vois, mais juste pour préciser aux auditeurs justement que c'est pas forcément vendre un produit, quoi. Non, c'est pas forcément vendre un produit, mais ça peut être vendre une idée. C'est ça. Tu vois, ça peut être vendre une vibe. Ok, genre je suis le CEO et c'est super cool. C'est du branding au niveau c'est de la marque employeur. Oui, c'est ça. Tu vois, un PDG qui fait appel à un copywriter pour écrire des textes un peu sympas. L'objectif à la fin, c'est pas forcément le call to action là pour le coup, mais c'est peut-être de se dire ok, j'ai envie de candidater dans son entreprise, j'ai envie de déposer ma candidature, j'ai envie de bosser avec eux parce qu'ils ont l'air beaucoup trop cool. Quand tu vois, je sais pas, au niveau des États-Unis, Gary Vaynerchuk ou regarde Elon Musk. Bon, lui c'est tellement un génie médiatique, il a les idées marketing, mais je pense qu'il est quand même entouré. Je pense qu'il y a du monde avec lui pour lui souffler toutes ces conneries à faire. Et t'as envie, tu vois, si t'as un pur niveau, évidemment, t'as envie de bosser pour The Boring Company, t'as envie de bosser pour SpaceX, t'as envie de bosser pour Tesla. Tu vois, parce que tu te dis, ils vont m'essorer. Vraiment, tu vois, ils vont m'essorer, ça a l'air d'être des fous, mais cette expérience, elle va être complètement folle. Donc, il y a un enjeu vraiment il y a un enjeu de marque employeur quand un big boss, il décide d'avoir un planning de publication. L'an dernier, j'avais bossé pour une petite boîte comme ça, où le fondateur avait décidé de publier une newsletter par semaine. Et ce qu'il y avait de très bien, c'était que lui, il bossait dans les sales, donc un domaine que je connais bien, c'est quand même super connexe. Donc, on a pu bosser ensemble. Et à chaque fois, en gros, j'écrivais un article. En gros, on partait sur les sujets, on définissait les sujets, j'écrivais l'article et on se faisait
1 heure de rendez-vous pour voir ce qui allait, ce qui allait Ouais. pas. Et il attendait de moi surtout le côté, écoute, tout ça je le sais, c'est mon travail au quotidien, mais toi, Rends-le sexy, va quoi. mettre des fleurs dedans. Rends le truc sexy et parle de livres. Ouais. Tu vois, histoire de le rendre un peu plus crédible, plus légitime. Plus intellectuel. Je vois le délire. Ah, c'est ça. Et du coup, qui peut se servir du copywriting? Est-ce que, parce que là, tu m'as parlé des pages de vente, des CEO, est-ce que des personnes, entre guillemets, lambda, peuvent s'en servir ou pas? Tout le monde, imagine, tu es, je sais pas, t'es comptable ou t'es acheteur, tu as envie de travailler un peu ton personal branding pour qu'on te repère sur ta thématique, et ben c'est parti, tu fais comme tout le monde et tu te mets à publier 2-3 fois par semaine des news de ton activité, ton ressenti, comment tu vois les choses, l'évolution de ton métier, des anecdotes. Enfin, LinkedIn ça ressemble à plus rien, hein, c'est devenu n'importe quoi, mais ça va de pair avec l'uniformisation en gros de tous les réseaux sociaux. Là, ils viennent de mettre une nouvelle réaction lol, tu vois, un petit truc genre mort de rire. Mort de rire, j'ai vu. Et on va partir de plus en plus vers la vidéo aussi. Donc, écoute, aujourd'hui, clairement, je pense que les mecs qui vont être balèzes, c'est ceux qui vont réussir à gérer la compétence de brand content, qui vont réussir à proposer des plannings de publication, tu vois, vraiment une charte éditoriale, un calendrier éditorial, et qui vont réussir à rendre ça un peu sexy et que ça clique. Ok, ça va être un peu l'enjeu, ça va être d'attirer l'attention. Moi, quand je regarde aujourd'hui LinkedIn, j'ai envie de prendre mon ordi et de le péter contre le mur. C'est n'importe quoi. Si tu veux, c'est la surenchère à qui sera le plus trash, qui sera le plus provocateur, qui aura l'idée la plus con pour faire réagir les gens et pour que le post devienne viral. Ouais. Tu vois, parmi mes confrères, parfois, je vois passer leur post. Ah, il me fatigue. Tu vois, vraiment, je suis là. Et c'est pour ça que je poste pas autant au quotidien que je le devrais. Parce qu'en fait, juste, j'ai un épuisement mental de me dire, mec, si t'y vas, si tu remets le doigt là-dedans, il faut que tu sois prêt à faire du sale. Et c'est vraiment ce qui se passe sur LinkedIn en ce moment. Il y a des posts, c'est n'importe quoi. Tu es obligé de polariser. Ouais, tu vois. Ça, ouais. L'algorithme ne fonctionne que comme ça. Et si tu essaies d'être nuancé, moi c'est pour ça que je suis un mauvais client, tu vois, parce que je suis pas méchant, je suis pas hardcore, je suis pas méprisant, mais je suis pas non plus un ange. Enfin, tu vois, j'essaie toujours d'être nuancé dans ce que je raconte. Malheureusement, l'algorithme, il veut pas de la nuance. Ouais, il veut des gens avec des prises de position assez claires. Voilà. Mais ça, c'est un truc que tu apprends quand tu es copywriter. On te dit, l'argent, il est pas dans le tiède. Et il est pas dans le tiède, il est dans le chaud ou dans le froid, mais il est pas dans le tiède. Donc, il faut accepter d'aller faire, tu vois, regarde, exemple parfait de pop culture. Regarde Booba. Est-ce que tu penses vraiment que Booba, il a envie de clasher tout le monde tous les jours? Non. C'est juste polarise. Que ça marche comme ça. Ça marche. Ok? Ça marche comme ça. On parle de lui, on écoute ses sons, et tous les jours, il se trouve une nouvelle victime à exploser pour qu'on parle de lui. Mais ça fait partie de son travail, tu vois. Et dans la vie, quand tu le rencontres, Ellie, le mec est tranquille. Tu vois, il est pas énervé. Ouais, je vois. Donc voilà, c'est ça qui est dur à comprendre, et surtout il faut accepter aussi que à partir du moment où tu décides de devenir une personnalité publique et de publier, eh ben tu t'exposes à te prendre des balles et à te prendre des gifles. Tu vois, tout le monde ne peut pas t'aimer, et il faut être prêt à ça, à avoir des réactions. Tu vois, l'autre jour il y avait un gars, un confrère, appelons-le, qui était là genre, ouais, non, mais toi, ton parcours, c'est là, quoi, mon parcours, tu vois, je lui ai même pas répondu, j'avais envie de le gifler, c'est n'importe quoi. Mais parce que LinkedIn te met dans cet état d'esprit de, oui, non, noir, blanc, chaud, froid. Mais non, vas-y, un peu de nuance. Tu vois, la vie, c'est la nuance. Clairement. Et du coup, d'après toi, quelles sont les qualités ou les compétences, au-delà, bien sûr, de bien écrire, hein, parce que je pense qu'il faut bien écrire pour être un bon copywriter. Quelles sont les autres compétences ou qualités que doit avoir un copywriter? Alors, tu sais, pour de vrai, la première compétence, c'est l'empathie et la curiosité. Vraiment l'empathie pour ressentir, comprendre vraiment ce que les douleurs, les besoins. Il y a un nouveau mot, il est pas très nouveau, mais on appelle ça les irritants marketing. Les pain points. Les pain points. Ouais, mais c'est ça. Qu'est-ce qui saoule ton client? Qu'est-ce qui fait qu'il se réveille la nuit en sueur parce qu'il a un problème? Qu'est-ce qui fait qu'il se couche triste? Qu'est-ce qui fait que le matin il se lève et se dit putain, il faudrait vraiment que j'arrête de fumer, je sais pas comment faire, j'en peux plus, il faut que je trouve une solution, tu vois? Et ça, c'est hyper important, ce côté psychologique de réussir à te mettre à la place du client. Pour ça,
il y a plusieurs stratégies. Lire beaucoup, lire ce que font les concurrents, lire des témoignages clients. Ça, c'est une option pour ceux qui aiment bien rester devant leur ordinateur. Et après, il y a l'option expérience de vie. Tu vois, moi, je suis beaucoup sorti. J'ai organisé beaucoup de soirées. J'ai passé ma vie en coloc jusqu'à ce que je me marie. Donc, si tu veux, j'ai beaucoup pratiqué les gens, les êtres humains, et j'adore observer. En fait, mon père est gendarme, tu vois, donc il m'a toujours dit observe. Et je passe ma vie à observer les gens autour de moi. Et dès que je vois des comportements, des phrases, tu vois, typiquement quand je suis au café, je suis avec toi, mais je te promets que j'écoute la table à côté et que je prends des textes, ok? Et j'écoute ce qui se passe à côté parce que il me donne mes prochains articles, il me donne mes prochaines pages de vente, parce que c'est le vrai parler. J'avais un ami qui me disait non mais tu vois, moi je veux être scénariste. Dans la vie, mon objectif c'est d'être scénariste, c'est d'écrire un film. Voilà, trop bien. Ça c'est le gros rêve. Et ce qu'il y a d'important, c'est d'aller au café, d'écouter vraiment les gens, qu'est-ce qu'ils se disent vraiment. Tu vois, c'est pour ça que les taxis, les coiffeurs, tous ces gars-là qui sont au quotidien en contact avec les gens, ils savent tout. Ils savent tout, clair, tu vois, ils écoutent tout et ils rencontrent toute la société. Mais c'est marrant que tu me dises ça parce que tu vois, j'ai interviewé la fondatrice du Women's Forum, Aude de Toin, et du coup, elle me disait, je lui demandais comment elle avait des idées business, elle me disait c'est la même chose. Elle se pose dans des cafés parisiens et il écoute les gens. Mais oui. Et c'est comme ça. Mais oui, donc, non, ça c'est une vieille technique qui marchera toujours. Donc ça c'est le premier point. Donc tu lis en ligne, tu fais des recherches. Toute la partie recherche, elle est ultra importante. La partie étude, quand tu prends le bouquin de David Ogilvy, On Advertising, il te dit vraiment la partie étude, la partie recherche, la partie sondage et tout, elle est très très importante. Donc t'ouvrir les chakras, quoi, être hyper curieux, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Et puis être réceptif aussi. C'est-à-dire que tu peux faire semblant de rechercher, mais dans ta tête, si tu pars avec une idée, tu vas rater toutes les subtilités. Tu vas rater toutes les autres choses que les gens pourraient te montrer et tu risques de passer à côté du vrai problème. Je te donne un exemple. Récemment, j'avais un jeune copywriter avec qui je travaillais. Il voulait que je repasse sur sa page de vente à lui, tu vois, sur son CV. Et en gros, il avait lancé une petite offre et dans son offre, il disait je vous apprends à écrire sans faute d'orthographe. Tu vois, parce qu'il était persuadé que le pain point des copywriters, c'était écrire sans faute d'orthographe. Pas du tout. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, pour être un bon copywriter, il faut savoir bien écrire. Eh ben, pas tellement. C'est pour ça que je te dis, c'est pas tellement un souci d'écriture, parce que le copywriting, c'est entre l'écrit et l'oral. Ok, c'est vraiment, il faut que ce soit ultra fluide. L'art du copywriting, c'est vraiment une image que Joseph Sugarman utilise. C'est un peu comme un toboggan. Joseph Sugarman, c'est un des plus grands copywriters, et il te dit en gros, ton lecteur, tu le prends, tu le mets en haut du toboggan, et il faut le pousser, tu vois, et que ça accélère, qu'il soit obligé d'aller jusqu'en bas. Une fois que tu as réussi à le faire monter tout en haut, c'est parti, tu vois. Et ça, tu réussis à le faire, pas en étant un dieu de la littérature, pas du tout, mais en sachant comment parler. Il y a 2-3 petites techniques pour accélérer la lecture, pour retenir l'attention des gens. Tu vois, un peu de teasing à gauche à droite. Attends, mais c'est pas tout. Il faut que je vous raconte la suite. Tu vois, ces petits teasings quand on regardait la télé, ça ils le font toujours, mais je regarde plus la télé. Donc moi, dans ma tête, c'est quand Jean-Pierre Foucault, quand il animait Sacrée Soirée, il te dit et juste après la pub, il y aura Patrick Bruel, revenez tout de suite après la pub. Tu vois, donc t'es là, ok, je vais rester parce que je vais regarder les pubs d'Annette et tout. Pas qu'il arrive après. Je vois. Il y a cette partie teasing qui est ultra importante, et ça, tu vois, c'est pas tellement de l'écriture, c'est plus de la connaissance des principes de persuasion. Et une fois que tu étudies, parce qu'en fait, c'est ça, pour devenir un bon copywriter, tu dois étudier tous ces mécanismes, tous ces principes de persuasion et d'influence. Et une fois que tu maîtrises tout ça, parfois je lis des pages de vente où je me dis, c'est clairement pas un Goncourt ou un prix Nobel de littérature. Mais tu sais quoi, je pense que ça doit vendre. Je vois clairement ce que tu veux dire. Pardon, les auditeurs de ce podcast, ils ont des profils divers, tu vois. Ouais, bien sûr. Très divers. Et si, par exemple, ils voudraient se lancer dans le copywriting, quels sont les conseils, le b.a.-ba, que tu pourrais leur donner pour qu'ils écrivent de manière impactante et convaincante? Eh ben, le premier truc, c'est d'acheter le guide du copywriting. Voilà, ça, c'est évidemment le truc le plus important. Ton livre. Non, mais tu sais, voilà, à un moment, il faut arrêter la fausse modestie. Non, il y en avait pas sur le marché. Et moi, quand j'ai vu ça, moi, tu sais, on en reparlera tout à l'heure, mais pour commencer, vraiment, c'est lancez-vous dans le domaine qui vous chauffe le plus, qui vous intéresse le plus. On parle souvent des 3 niches evergreen dans le copywriting, c'est-à-dire qu'il y a la santé. Ok, il y aura toujours du business dans la santé. On parle souvent des relations. Les relations, c'est tant de la relation de la communication au travail que de la relation amoureuse,
chose que réussir son divorce, que élever son adolescent. Ok, t'es dans la relation globale. Et le dernier point, santé, relation et make money. Ok, tout ce qui permet de faire de l'argent. Donc ça peut être la formation, ça peut être l'investissement immobilier, ça peut être les cryptos, ça peut être les formations pour la bourse, ça peut être la franchise, tout. Ok. Et ces 3 niches là, dans chaque niche il y a des sous-niches, des sous-niches, et trouvez ce qui vous plaît. Tu sais, à Hollywood on dit tout le temps aux scénaristes, écrivez sur ce que vous connaissez. Ok. Quand les scénaristes ils débarquent, que le gars il était avant infirmier, bah oui, il va te créer une série Urgence ou Dr House. Tu vois, quand il y a des policiers qui sont à la retraite, hop, voilà, ils vont t'écrire un film policier. Mais on te conseille au début de pas trop t'aventurer dans des domaines que tu connais pas du tout. Typiquement, tu vois, moi l'immobilier, je ne travaille pas dans l'immobilier, je bosse pas avec des clients dans l'immobilier parce que j'y connais rien. Il y a de l'argent, évidemment, mais moi je m'amuse pas. Et je m'amuse pas du tout à écrire pour l'immobilier. Donc moi, j'ai mes zones de confort que j'aime bien. J'aime bien stretcher un peu de temps à autre et me faire mal et aller découvrir de nouveaux clients. Mais j'aime beaucoup toute la partie développement personnel. J'aime beaucoup la partie copywriting et marketing, évidemment. Et j'aime beaucoup tout ce qui est luxe et art de vivre. Donc ça veut dire que j'ai des clients qui sont des brokers de jets privés. En gros, quand je sais pas, Maître Gims, Vita ou les footballeurs de l'équipe de France ils volent, ils appellent ma cliente. Et elle avait besoin d'une refonte de son site pour qu'il soit encore plus efficace. J'ai eu des clients qui étaient dans la crypto, qui étaient dans les NFT. Donc ça aussi, ça m'intéresse de bosser là-dedans. J'ai écrit beaucoup pour des sites de mode masculine. J'ai refait des boutiques de mode masculine. Tu vois, enfin c'est ultra variable. Donc d'abord du coup se focaliser sur un domaine qu'on connaît. Ça c'est le premier conseil. Ouais, un domaine que tu connais et surtout où tu as envie d'apprendre des choses. Oui. Tu vois, parce que si c'est douloureux, qui te fait kiffer quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Sinon c'est horrible, c'est trop compliqué. Et tu vas pas avancer et tu vas avoir l'impression de stagner, de jamais être bon quoi. Donc ça, c'est le premier conseil. Quel autre conseil tu peux donner? Justement, enfin vraiment le b.a.-ba, quoi. Si tu avais 3 conseils pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient, voilà. Écoute, après, je pense donc 1, guide du copywriting, 2, écrivez sur les trucs qui vous font plaisir, et en 3, suivez 5 à 10 copywriters que vous aimez bien, trouvez-les. Abonnez-vous à leur newsletter, abonnez-vous à leur groupe Facebook, abonnez-vous à leur Discord, TikTok, Instagram, ce que vous voulez. Et en fait, ce qui est très important, c'est de comprendre que notre travail, c'est pas la créativité. Il faut se sortir de la tête le mythe de la créativité de OK, j'attends devant ma toile blanche et j'attends d'être frappé par l'inspiration, par l'éclair de génie. OK, ça n'arrive pas, c'est pas ça. On n'est pas des artistes, OK? On n'est pas des artistes, on est des industriels. Ça veut dire que dans l'industrie, il y a des process. Et le premier truc pour nous, premier process, c'est le sourcing. OK? Quelle est notre matière première? Moi, j'ai tout un fichier. Je vous incite à faire la même chose, un fichier avec tous les gens que je suis pour aller trouver des idées. Et je me force à les lire une demi-journée par semaine. Je vais lire et ça fait partie un peu de cette hygiène mentale d'aller chercher des idées. Ouais, de veille dont tu parlais. Les idées, elles ne naissent pas. Bah oui, les idées, elles naissent pas dans la tête comme ça. Non, c'est vraiment l'idée de, tu vois, ta voiture, il faut mettre de l'essence dedans si tu veux qu'elle avance. Et chaque semaine, il faut renouveler tes idées. Donc, on dit souvent, un bon copywriter, il doit faire 2 choses. Il doit écrire et il doit lire. Lire. Hyper important. Mais lire des modes d'emploi, lire des magazines, lire des légendes Instagram, lire des posts LinkedIn, lire des pages de vente, lire des séquences de mails de lancement, tout. Il faut vraiment devenir une éponge. C'est hyper important. Et puis surtout, dans notre domaine, la créativité, enfin comme partout, la créativité, ça vient de l'assemblage. Tu prends des choses de domaines différents et tu assembles. Moi, j'aime beaucoup la musique. Ok, la musique, c'est un truc, j'ai bossé beaucoup dans la musique. J'étais pendant 8 ans community manager de Patrick Bruel et ça te permet de voir véritablement comment fonctionne l'industrie de la musique. Et typiquement, moi, ce que j'en retiens, tu vois, c'est le côté structure. Ouais. La musique, une chanson, ça a une structure. Et une bonne page de vente, ça a aussi une structure. Un bon mail, ça a une structure. Un bon post LinkedIn. Et il y a plusieurs structures et tu choisis celle que tu veux. Tu vois, il n'y a pas une seule structure de chanson. C'est pas juste couplet, refrain, bridge et puis encore le refrain. Non, tu peux varier. Ok, donc il faut trouver vraiment ce qui marche. Il faut trouver aussi ce qui marche pour vous. Typiquement, tu vois, à chaque fois que je bosse avec des copywriters qui ont envie d'écrire avec moi, qui ont envie de bosser avec moi, je leur donne un peu mon process d'écriture d'un bon article.
qu'est-ce que c'est un bon article? Et là, ils me disent, mais c'est trop long, t'es chiant, tu vois, ils me disent, mais t'es trop chiant. Mais oui, parce que c'est l'exigence, parce que je veux que mon lecteur, il trouve toutes ces informations-là que je demande. Donc, c'est hyper important, ouais, de lire, partir à la chasse aux nouvelles idées, et même des idées que vous n'aimez pas. Ok, moi je me force vraiment, je me fais violence à aller lire des gens que je déteste en ligne, ok, à aller voir des médias avec lesquels je suis pas du tout aligné, juste pour voir un peu, ok, qu'est-ce qu'ils ont pondu cette semaine, ces idiots, d'accord, je pars très négatif, mais je me dis, ils sont forts. Ouais. Franchement, leurs titres, ils sont vraiment dégueulasses, ils sont vraiment polarisés, mais ça marche. Ouais, je vois. Tu vois, il faut reconnaître, et c'est ça qui est cool aussi. Il faut reconnaître à tes adversaires une certaine valeur. Bien sûr, on peut pas tous faire la même chose, et c'est pour ça donc la curiosité, donc l'empathie, lire beaucoup, et puis voilà la curiosité, et enfin se dire que vos premiers textes, ils seront pas bons. Et c'est pas grave, ok? Personne n'a commencé en faisant des trucs qui étaient très bien, à part Mozart, le gamin avait 4 ans, ok? Mais bon, dans la réalité, on n'est pas tous des Mozart. Et même personne n'est Mozart, d'accord? Donc vous commencez, moi, quand je regarde mes premiers textes de 2009-2010, mais c'est infect. J'ai envie de les réécrire, tu vois, enfin, je vais pas le faire, j'ai pas le temps. Mais il y a des trucs en ligne qui traînent où je me dis, oh non, mais qu'est-ce que c'est moche, faudrait que je prenne le temps de changer tout ça, d'améliorer. C'est le jeu. C'est un processus vraiment où plus tu vas bosser dessus, c'est la progression. C'est ça, moi je dis toujours mieux vaut fait que parfait, tu vois. Même toi aussi tu le dis, je pense, tu l'avais dit, on t'a dit que non, mieux vaut fait que parfait. Aussi. Oui, mais tu vois, c'est que tu commences, et enfin, moi dans tout ce que j'ai fait, que ce soit le podcast, mes newsletters, etc., je balance, je sais très bien que c'est pas parfait, mais je sais que je vais me parfaire, quoi, avec le temps. Je te disais, on devient meilleur avec clairement. le temps. Et écoute, merci en tout cas pour tous ces insights sur le copywriting. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes, et moi j'ai appris beaucoup de choses aussi. Là, j'aimerais bien en revenir à toi. Du coup, comment t'as fait pour en arriver là? Parce que c'était pas du tout ton domaine de départ. Est-ce que déjà tu peux me parler un peu de ton enfance? De quoi tu rêvais quand tu étais petit? C'est une bonne question, ça. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je vais dire, j'avais des rêves plutôt cool, plutôt gentils. Je voulais être vétérinaire, ok. Mais en fait, parce que je trouvais que c'était cool les animaux. J'avais envie de soigner les animaux. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais allergique aux chiens, aux chats et tout. Donc je me suis dit, ok, ça va pas être très drôle. On va faire autre chose. Et quand je suis arrivé au lycée, là, j'ai changé un peu d'état d'esprit, et là, je voulais plus devenir avocat. Ok, parce que ma copine de l'époque, elle était un peu plus âgée que moi, elle était partie en fac de droit, et du coup en terminale, je m'étais dit yes, je vais faire une fac de droit, et parce que je voulais être avocat en droit des enfants. Moi, je m'étais chauffé comme ça, je m'étais dit c'est injuste, il y a des enfants qui souffrent, et il faut vraiment que je devienne avocat du droit des enfants pour les protéger. Donc je voulais faire ça, et en fait il s'est passé complètement pas ça du tout. Quand j'étais en terminale, il y a l'ancien capitaine de mon équipe de foot qui est revenu un jour, mais complètement fatigué, t-shirt déchiré, des cernes sous les yeux, incroyable. Et je lui fais, mais qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, gars, je suis en prépa, c'est horrible, c'est trop dur. Il m'a dit, mais vas-y, viens, rejoins-moi. Et j'ai fait, ah ben ouais, mais c'est pour faire quoi? Il m'a dit, c'est pour faire des écoles de commerce. Tu vois, moi, mes parents, ils ont pas fait d'études. Ils ont pas le bac, hein. Ouais, non, ni l'un ni l'autre. Donc, mais j'allais te demander ça, du coup. Enfin, vas-y, fini, mais j'allais te demander justement le rapport, de tes parents. Qu'est-ce que t'as retenu d'eux, quoi? Ouais, écoute, tu sais, donc voilà, là l'idée c'était vraiment que, en fait, à partir du moment où je suis rentré au lycée, j'avais déjà un niveau scolaire plus élevé que celui de mes parents. Donc là, eux, ils étaient là simplement en confiance. Genre, vas-y, on te fait confiance, tu fais tes trucs. Visiblement, normalement, après le lycée, il y a la fac. Eh ben, démerde-toi, tu vois, tu fais ce que tu veux. Et en fait, quand je leur ai dit, alors, je vais pas aller à la fac comme tout le monde, parce que mes profs, ils m'ont dit, oui, il valait mieux que j'aille en prépa. Tu vois, il y en a un, il était génial, mon prof d'histoire géo, il m'a dit, écoute, il y a un souci avec toi, c'est que t'es trop smart, tu veux trop de thunes, donc ce qui va se passer, c'est que si tu pars à la fac, tu vas devenir dealer, tu vas rien faire juste pour faire de la thune. J'étais t'as peut-être pas tort, tu vois. Donc, quand il m'a dit, va en prépa, c'est la voie royale, j'ai dit, ok, bon, il m'a expliqué un peu, mais c'est quand même la prison, hein, pendant 2 ans. Moi, j'étais en internat pendant 2 ans, donc à Montaigne, à Bordeaux. Bien sûr. Mais j'ai kiffé. C'était mes 2 meilleures années de ma vie, parce que t'as aucune responsabilité. Genre, le matin, on se levait à 8h moins 3 à l'internat. Responsabilité quand même d'avoir de bonnes notes, hein, quand même, hein. Ouais, mais bon, non, mais écoute, franchement, j'ai passé la première année à glander, mais vraiment à glander. Pour tout te dire, on commence l'année à 52 et on finit l'année à 35.
Ok, on a perdu un tiers de l'effectif sur l'année, ce qui est très très normal à ce niveau d'exigence, on va dire. Et j'étais dernier, évidemment, j'étais 35e sur 35. Donc bon, tu vois, ça a failli ne pas passer, mais j'étais très content. En deuxième année, je me suis dit, ah, vas-y, réveille-toi un petit peu. Et du coup, j'ai eu mes concours. Je suis parti à Grenoble, école de management. Mais ce qui s'est passé vraiment, c'est que pour moi, ces 2 années, c'était juste trop bien. T'apprends des trucs la journée, t'apprends plein de choses, tu bosses le soir. Moi, j'aimais pas les maths, tu vois, les chiffres, c'est pas mon délire, donc ça m'a quand même saoulé beaucoup, très 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 souvent, ça m'a saoulé. Mais je savais ce qu'il y avait derrière, et derrière, ben, on te vend, tu sais ce qu'on te vend, hein, on te vend le diplôme prestigieux, la garantie anti-chômage, quoi. Vraiment, C'est ça. t'auras un diplôme et tu seras jamais au chômage, et tu auras un travail bien payé à la sortie, et tu auras trouvé ton travail 6 mois à 3 mois avant la sortie de tes études. Donc tu te dis bon, oui, en ce contexte de chômage, ça vaut le coup peut-être de faire ça. Donc non, mes parents, ils ont rien eu à dire là-dessus parce que j'ai eu très tôt les commandes en fait sur ce que je voulais faire. Mon père, il est gendarme, tu vois, il est gendarme. Enfin, il est retraité maintenant. Mon père, il est gendarme, donc les études, il connaît pas du tout et ça l'intéresse pas. Il s'est jamais intéressé à ça. Pour lui, il y a juste la vie civile, le travail et les profs, il a jamais aimé. Tu vois, donc c'est pas un délire pour lui. Ma mère, pareil, elle y connaissait rien. Ma mère, elle est caissière la plupart du temps, ou là, elle est boulangère en ce moment. Tu vois, il lui reste quelques années à travailler encore. Mais elle a toujours, vu qu'on a beaucoup déménagé, tu vois, c'est ça aussi en termes de carrière pour les femmes. Quand tu déménages beaucoup, quand tu es dans l'armée, oui, tu perds. Normalement, tu déménages beaucoup. Donc, elles sont obligées de prendre des jobs, pas forcément méga qualifiés. Elle a travaillé à l'usine, elle a été démonstratrice de jeux de société, elle a travaillé dans des bureaux de tabac, elle a été boulangère, elle a été caissière. Juste, ils m'ont appris, ils m'ont donné une éthique de travail. Tu vois, mes parents, ils ont juste bossé tous les jours. Genre sans se plaindre, vraiment. Ils ont travaillé, et juste ce qu'ils nous ont dit, c'est la vie c'est le travail, quoi. En gros, il y a pas le choix, donc arrêtez vos délires d'artistes créatifs et tout. Et du coup, ni mon frère ni moi, on va dire, on n'est pas tombé dans on n'a pas été élevé là-dedans, tu vois. Quand t'arrives à Paris après tes études et que tu rencontres des gens, là tu dis bon, déjà en prépa, tu vois que le monde il est beaucoup plus grand que juste ta vie. Moi, j'ai été élevé dans l'armée, ok, la gendarmerie, c'est l'armée. Donc, c'est quand même une certaine vision de la vie qui est basée sur le conflit. Ok, c'est forcément toujours, il y a les menteurs, il y a les voleurs, il y a les violeurs, il y a, tu vois, tu évolues dans un univers de conflit où il y a les gentils et les méchants. C'est vraiment très noir et blanc. Et ensuite, tu débarques en prépa et tu rencontres d'autres gens dont les parents sont salariés, sont comptables, sont vraiment, on va dire plus classe moyenne plus ou vraiment classe supérieure. Ok, vraiment CSP+. Et là, tu dis ah ouais, le monde c'est fou en fait. Et tu découvres des potes qui ont eu une éducation musicale de fou, qui jouent du piano, du violon, qui ont fait du poney, du cheval. Enfin, tu vois tous ces trucs là où tu te dis bon, ok, j'ai un déficit de culture là-dessus, de culture dominante. Hein, on revient aux cours de sociaux. Oui, Bourdieu, tout ça. Ouais. Exactement. Et c'était hyper important pour moi de rattraper tout ça. De comprendre. Et comment tu faisais pour rattraper ? Pose la question, comment ? Alors déjà, tu sais, beaucoup de magazines. Moi, j'ai toujours adoré lire. Donc, en fait, en première et en terminale, mon prof d'histoire géo, qui était vraiment un mec qui m'a beaucoup marqué, c'est lui qui m'a vraiment encouragé. Chaque semaine, tu vois, j'étais à la médiathèque et on avait donc notre super bibliothèque et ils avaient tous les titres de presse. Donc chaque semaine, à 16 et 17 ans, je me mangeais l'Obs, l'Express, Le Point et des magazines marrants, musicaux, des conneries, beaucoup de bandes dessinées. Je lisais vraiment beaucoup. Donc je découvrais tous ces trucs en me disant ah ouais mais ça je connais pas et j'ai pas les moyens. Et puis ensuite, on va dire qu'une de mes grandes forces, ça a été de côtoyer tout ce monde-là, sortir beaucoup et puis être invité à gauche à droite, découvrir, voir de nouveaux intérieurs. Tu vois, il y a une grande partie de temps à autre, je me disais ouais, ça ressemble un peu à Belle Amie ma vie, tu vois, parce que t'es là, tu débarques de province et puis t'écris et puis les femmes elles t'aident. Et évidemment, elles te trouvent touchant avec ta maladresse de bouseux provincial. Tu vois, moi j'ai mangé mes premiers macarons, je pense que je devais avoir 22 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Pendant ma césure, tu vois, pendant mon année de césure, donc les 2 premières années d'école,
Puis l'année de césure à Paris, quand j'ai débarqué, il y en a une qui m'a emmené pour la première fois dans un restaurant japonais parce qu'il y avait pas de japonais dans les petits villages où j'ai grandi. Oui, bien sûr, oui, Tu vois. je vois Et là, très tu te bien. dis, ah ouais, mais en fait, le monde, c'est vaste, il y a tellement de trucs. Et moi, je voulais appartenir à ce monde-là. Donc, tu apprends les codes. Tu apprends à manger avec des baguettes, tu apprends à parler correctement, tu apprends à t'habiller correctement. Imagine, tous mes potes qui sortaient, tous mes potes d'école, le jour du premier forum métier, ils sont tous là en costume, les filles sont en tailleur, tout le monde est bien habillé. Et là, ils me voient arriver. Moi, j'avais mon costume noir, ok, parce que je connaissais pas le bleu et le gris, les couleurs stylées, tout ça. Tu vois, je savais pas. Et avec ma paire d'Air Max au pied. Et là, je te promets, mes potes, les vraiment bons, qui avaient pitié de moi, ils m'ont dit, frère, c'est pas possible ça. C'est Mais ils t'ont vraiment. dit ça, c'est cool. Parce que c'est le pire, c'est quand ils te disent pas, tu vois. Mais Et toi, tu exactement. crois que t'es au max alors Mais- que rien ne va, tu vois. C'est ça. Et ouais, non, c'est grâce à eux vraiment que j'ai appris parce que eux, ils ont été élevés là-dedans. Ils avaient l'habitude. Moi, des baskets, ouais, bah oui, c'est très très Mais normal. après, maintenant, c'est revenu à la mode, hein, tu vois. Maintenant, tu les vois, tu as tous, tous les mariages, là, je les vois tous, les gens d'école de co, avec les Véjas et le costume, quoi. Tu vois, Ouais, bien maintenant, c'est sûr. revenu à la mode. Bien sûr, on est vraiment dans une période de relâchement vestimentaire. On inverse la tendance. Ouais, c'est ça. Je sais qu'après, tu as bossé chez Schneider Electric, ensuite tu as slidé, tu as quitté Ah ouais. pour être coach en séduction. Alors moi, ça, faut qu'on en parle, parce que ça, je trouve ça drôle, tu vois. Drôle et intéressant. Déjà, rapidement, tu peux me dire comment t'es tombé dedans? Bien sûr, bien sûr. Et juste, moi, j'aimerais bien aussi qu'on donne des conseils, hein. Pareil, tu vois, les gens qui nous écoutent, parce que toi, Je comprends. t'es plus axé sur les mecs pour le coup. C'est Ouais, parce- ouais, j'ai c'est travaillé plus ce beaucoup, conseil je pour les travaillais mecs. beaucoup avec les Ah, hommes, itch, quoi. mais c'est ça. En gros, c'est vrai que ça part de Hitch, l'idée. Bon, donc moi, dans mon parcours, à l'issue de Grenoble École de Management, je fais mon année de césure chez General Electric au service achat. Je fais mon projet de fin d'études, là, mon dernier stage chez Schneider Electric, toujours aux achats. Et ensuite, je pars bosser un peu chez Valeo aux achats, toujours, tu vois, parce que c'était mon D'accord. diplôme, les achats. Mais en Oui. fait, bah, j'aime pas ça, les fichiers Bah, bien Excel. sûr, Ouais, j'imagine. ça me saoulait, tu vois. Quand je débarquais à l'usine, j'étais là. À un moment, j'étais en mission pendant 6 mois. C'était très compliqué pour moi parce que tous les lundis matins, il fallait que je prenne le train, que je me lève à 5 heures, à 6 heures, je prenais le train, j'arrivais pour la réunion de 8 heures, tu vois. Donc t'arrives, t'es déjà fracassé. Il est 8 heures, tout le monde est frais, toi t'es déjà fracassé. Tu passes toute la semaine là-bas à l'hôtel et le vendredi soir, tu reprends le train pour rentrer à Paris. Au bout d'un moment, tu vois, j'ai fait ça 6 mois et puis heureusement il y a eu la crise de 2008, les subprimes, tout ça. Ça c'est génial, on s'est tous fait virer et j'ai pu prendre Trop un bien. petit package très très bien pour me barrer et monter mon activité. Et à ce moment-là, j'ai la chance de rencontrer en fait le plus grand coach en séduction au monde, un mec qui a pondu un best-seller sur le sujet qui s'appelle The Game. L'auteur il s'appelle Neil Strauss et donc je le rencontre et il me dit mais en fait regarde t'es là, t'es dehors, t'es à l'aise, tu sors partout, tu connais tout le monde, t'as des facilités pour t'exprimer, ça a l'air de bien se passer pour toi, on va dire dans le domaine de la séduction. Donc vas-y, lance-toi. J'ai rencontré quelques coachs en séduction à Paris, ils ont l'air tous tout mauvais. Lance-toi. Donc en gros, c'est comme quand tu conduis un peu une voiture et qu'Alain Prost te dit vas-y, deviens pilote de Formule 1. C'est ça. Ouais. Donc à un moment, quand tu as la bénédiction du boss, tu te dis ok, vas-y, je vais me lancer. Et je me suis lancé là-dedans parce que tu vois, c'est toujours cette notion de fais des trucs que tu aimes bien. Et moi j'aimais bien séduire, j'aimais bien plaire, j'aimais beaucoup sortir. Donc tout ça c'était très très lié. Et je me suis dit écoute, ces skills, tu vois, on parle beaucoup là en ce moment. Moi j'écris beaucoup pour Glassdoor, un site un Je vois, site de pour voilà, classer sur les RH. entreprises, ouais. Sur les notes des Exactement. entreprises, ouais. Exactement, je bosse beaucoup avec Glassdoor parce que le recrutement et la séduction, c'est un peu pareil. Hein. C'est vraiment comprendre la personne en face de toi, quels besoins, comment tu te vends, quelles compétences, etc. Et pourquoi je te parle de Glassdoor le trou Tu de me mémoire. parles Ouais, de les mad skills. Glassdoor. Voilà. Je te parlais de Les mad Glassdoor. skills. Et voilà, Ok. parce qu'on parle souvent, tu sais, de soft skills, donc les compétences interpersonnelles. On parle souvent de hard skills, vraiment là, les compétences techniques. Technique, ouais. Et depuis quelques années, on parle aussi des mad skills. Les mad skills, ce sont vraiment vos compétences folles. Ok, les trucs vraiment de malades mentaux qui ressortent vraiment sur un CV où il y en a pas deux comme vous. Et clairement, comment te dire que entre 2008 et 2012, je pense que j'étais dehors 5 soirs sur 7.
Tu vois, donc Ah ouais. une de mes grandes forces, ça a été de sortir, de me créer un grand réseau, de rencontrer énormément de monde, de connaître tous les patrons de boîte, de connaître tous les barmen, de vraiment plonger dans cet univers de la nuit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mhm. J'organisais des soirées aussi évidemment, j'avais mon réseau d'écoles de commerce, donc je ramenais beaucoup de monde en soirée, donc forcément tu apprends tout ça, tu apprends la valeur de toutes ces choses-là, Mhm. et donc ouais, le coach en séduction qui m'a dit mec lance-toi, ben, je me suis dit bah écoute pourquoi pas. Donc j'avais créé mon blog, j'ai passé une certification en PNL pour apprendre à communiquer mieux. Et en fait, très rapidement, tu te rends compte que la séduction, c'est de la communication. Ok, c'est juste de Mhm. la communication en essayant d'adapter et d'être au mieux, tu vois, de pousser les curseurs au maximum. Le curseur de sourire, voilà, on est là, et ben on est là pour sourire, tu vois, on n'est pas là pour tirer la gueule, on n'est pas là pour Mhm. parler de ses problèmes, on n'est pas là pour parler de son ex, on n'est pas là non plus pour passer un premier rendez-vous qui c'est genre c'est pas un interrogatoire de la Gestapo, tu vois, c'est vraiment ok, on est là, c'est le badinage, on est français, on a cette culture vraiment de la séduction, cette culture de la littérature, et moi en plus j'avais eu la chance en prépa de bosser sur les liaisons dangereuses, tu vois, donc Mhm. ça, c'est vraiment cette image-là du French lover. Euh, on a cette image un peu ouais sulfureuse très clairement. Et là, tout à coup, quand je rencontre ce coach en séduction, je me dis mais les Américains, vous êtes vraiment des malades mentaux. Genre, c'est-à-dire que vous avez mis des termes marketing, vous avez mis des process sur toute la séduction. Vous êtes pas Ouais, mais bête. du coup, ouais, mais du Vous coup, êtes c'est vraiment demandé, pas c'est bête. qu'est-ce que fait toi en tant que coach en séduction, du coup, t'accompagnais des mecs et tu leur, enfin, concrètement, tu faisais quoi? Concrètement, le mec en face de moi, bah déjà, on parle beaucoup. Ok, on parle beaucoup. Je dois l'écouter parce que tu te rends compte que bah, les gens en face de toi ne sont pas toi. Ils ont leur propre blocage. Mhm. Donc tu as l'ancien gros, tu as le mec qui a des seins, tu as le mec qui a un micro-pénis, tu as celui qui est castré par ses parents qui sont tous les deux des très très high performers, et lui avec son petit job d'ingénieur informaticien, il se sent comme une grosse merde. Mhm. Tu as le mec qui fait médecine, qui est en pardon, qui est en 4e année, mais son père c'est un chef de service et du coup il se sent pas au niveau. Mhm. Donc tous les mecs ont vraiment des problèmes. On a tous, on a tous ça en nous. Et moi, mon travail, c'était vraiment de les aider à reprendre confiance en eux, de leur dire, écoute, en fait, t'es pas si mal, ok. Regarde un peu toutes tes forces. Et c'est là que je travaillais un peu comme si on faisait une étude marketing, tu vois, sur le côté Mhm. force-faiblesse. Un SWOT, Qu'est-ce qu'il y a quoi. de mais oui, Mhm. tu fais ton SWOT. Qu'est-ce qu'il y a de très fort chez toi? Bon, ben, t'es super connecté, tu connais beaucoup de monde, mec, t'es super grand, c'est génial, t'es plutôt beau gosse. Bon, maintenant, les faiblesses, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Écoute, en termes d'ambition, t'es pas au top. Tu pourrais faire mieux. Tu vois, clairement, ça va pas. Tu me dis que tu te contentes de ça. Il va falloir te bouger un peu, tu vois. Et il y avait un petit peu un côté coach de vie, tu vois. Mhm. Les mecs qui se laissaient aller, qui avaient peut-être 30 ou 40 kilos à perdre, les mecs qui vraiment ouais n'avaient aucune ambition, les gars qui savaient pas parler d'eux non plus, ou Mhm. les et ça, hein, ce que j'ai eu très très souvent aussi, bah, les gars qui passaient entre 5 et 6 heures de jeux vidéo par jour, tu vois. Flemme, Et purée. ça, Oui, je c'est vois. très très compliqué parce qu'après tu racontes quoi? Tu racontes quoi, tu vois. Donc moi, mon travail, c'était de leur expliquer vraiment. Tu vas à la rencontre d'une personne. La séduction, le flirt, c'est rencontrer quelqu'un, c'est t'intéresser à la personne en face de toi, et c'est surtout, tu vois, tout à l'heure je te disais, t'es une voiture, il faut mettre de l'essence dedans, mais je leur disais exactement la même chose. C'est-à-dire que ouais, mais là, mec, t'as rien à me raconter. T'as Mhm. rien à me raconter, tu vois. Et il y a un gros problème de storytelling, surtout dans une partie de la population qui est très bleue. En gros, moi, j'utilise vraiment le test de personnalité DISC. Oui, je Donc, vois très bien. les dominants, le D, le I de influent, le S de stable et le C de conforme. En gros, Mhm. compliant, tu vois, conforme, compliant. Et eux, les bleus, ça va être les militaires, ça va être les ingénieurs, ça va être les comptables, des gens qui sont très carrés, mais qui Mhm. manquent d'émotion dans leurs Mhm. histoires. Donc, j'avais un vrai rôle de coach en storytelling parce que typiquement, tu vois, c'est un mec qui va dire oui, je suis allé au cinéma récemment et j'ai vu Top Gun 2, c'était bien. Ouais, t'es en mode, Waouh, tu m'endors. Tu tell vois, me more, tell c'est me chiant à more. mourir. Ouais, je vois. Et c'est très compliqué parce que ces gars-là qui ont quand même des vies intéressantes, qui sont des bonnes personnes, qui ont envie de fonder une famille, tu vois, c'était pas des gars qui voulaient enchaîner une femme par soir. C'était pas ça Oui, du oui, tout oui, le c'était pas délire. des charros, quoi. C'est- Ouais, je Mais non, vois. c'est des gars qui étaient là, qui voulaient vraiment séduire, mais il leur manquait la forme.
Tu vois, il y avait le fond, mais il y avait pas du tout la forme. Donc de temps à autre, il fallait travailler là-dessus. Parfois, je confiais mes clients à des relookers parce que relooking, moi, ça m'a saoulé assez rapidement. J'aime pas faire du shopping, ça m'intéresse pas. Donc j'envoyais des collègues à moi pour les sessions de relooking et surtout toute cette partie-là, moi, ça m'a permis de me familiariser en fait avec les médias, de faire toutes les radios, de faire toutes les télés, tous les passages dans Le Parisien, entrevues, enfin voilà, tu vois, de vraiment comprendre le côté RP. Et c'est vachement en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, en gros, sur le copywriting. Tu as l'empathie dont tu parles, la curiosité, parce que tu as une diversité quand même des profils. Mais oui. Donc c'est vachement en lien. Et juste une question du coup, tu devais donner 3 conseils aux hommes et aux femmes. Bien sûr. Pour séduire, tu leur dirais quoi? À tous vraiment. Alors le premier conseil que j'ai toujours donné, c'était une amie à moi qui me l'avait trouvé. C'était ce qui compte, c'est pas c'est pas la tronche que tu as, c'est la gueule que tu tires. Ok. En gros, vraiment le sourire. C'est hyper important. On n'a pas envie d'aller vers des gens qui sont recroquevillés sur eux-mêmes, qui ont les épaules basses, qui sont en train de broyer du noir. Donc dites-vous vraiment, si vous voulez attirer les gens à vous, le sourire, c'est hyper important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est s'intéresser vraiment honnêtement à la personne en face de soi, parce que si on ne voit en face de nous que un portefeuille ou une paire de seins ou le futur père de nos enfants ou une femme à exhiber en soirée, une femme trophée, ça peut pas marcher. Ok, il faut vraiment être ouvert à la rencontre et comprendre que la personne en face de toi, elle sera jamais comme tu veux qu'elle soit. D'accord? Ça, c'est hyper important parce qu'on a tellement été élevé, on va dire, au film hollywoodien, au truc où tout est parfait. On voit, en fait, le vrai problème des films, tu vois, globalement, c'est que tu vois la partie séduction, tu vois la partie compliquée au moment où les héros, ils savent pas trop dans les comédies romantiques s'ils vont se mettre ensemble ou pas. Ouais. Mais tu vois très rarement des films sur le couple et à quel point c'est chiant. Et à quel point ça demande du travail au quotidien et à quel point ça demande de la communication. Il y en a 2-3. Il y en a 2-3 vraiment. Un des meilleurs à mon sens, c'est Les Noces rebelles avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, où tu le regardes, faut pas le regarder en couple, sinon t'as envie de divorcer directement. Tu vois, il y a 2-3 films comme ça. Il y avait quoi? Il y avait aussi celui, il y en avait un avec Ryan Gosling et Michelle Williams. C'était Blue Valentine, qui est terrible, très dur. Tu vois, mais on ne voit pas les films sur le quotidien du couple, parce que le quotidien, c'est une bataille, quoi. C'est vraiment un investissement en communication, et il faut pas se dire du tout qu'on va tout donner au début et qu'après c'est tranquille. Tu vois, moi j'ai eu aussi beaucoup de clients qui venaient me voir parce que, écoute Céline, je me suis laissé aller, j'étais en couple pendant 10 ans et puis en fait là elle est partie et j'ai plus aucune idée de ce que je dois faire. Tu vois, parce que simplement dans l'idée, la séduction pour tout le monde, c'est au début, et ensuite une fois qu'on est en couple, ça va, ça roule tout seul. Ouais, c'est acquis. Pas du tout. Il y a un bouquin qui est génial et que je recommande vraiment à tout le monde. Il faut le lire parce que c'est un bouquin qui est court, mais où il y a toutes les clés dedans, et il faut le relire tous les ans parce que il dure 2 heures, 3 heures à lire maximum. Ça s'appelle Les langages de l'amour. Ah oui, les 5 langages, ouais. Et voilà. Et il est tellement merveilleux. C'est Gary Chapman, Les langages de l'amour, et c'est tellement important de se rappeler de ça, même quand on est en couple, que l'autre a besoin d'attention, l'autre a besoin d'être touché, l'autre a besoin de recevoir des compliments, a besoin de cadeaux, a besoin qu'on passe du temps avec lui. Et on parle tous des langages de l'amour différents. Ok. Ouais. Il faut bien décrypter celui de l'autre, parce que parfois, naturellement, je pense qu'on communique avec notre langage de l'amour qui n'est pas forcément celui que notre partenaire veut, en fait. Et voilà. Et ça, c'est, tu vois, exemple ultra simple pour illustrer ça. Un père qui va travailler beaucoup, énormément, parce que il se dit que son langage de l'amour à lui, c'est la sécurité matérielle, exactement. C'est le provider, c'est la sécurité matérielle, et c'est comme ça qu'il prouve son amour à sa famille. Mais en face, les gamins ou le compagnon, la compagne, eux, ils aimeraient bien qu'ils passent plus de temps à la maison. Tu vois, donc c'est très dur, et c'est pour ça qu'il est très bien, les 5 langages de l'amour. Et puis je le mettrai en commentaire. Et puis après, vraiment le dernier conseil, ce serait le côté arrêtez de se dire que en face de vous, la personne, elle veut quelqu'un de parfait. Ça sert à rien. Personne ne cherche quelqu'un de parfait. La perfection, elle n'existe pas. La personne que vous essayez de séduire, elle n'est pas parfaite. Vous n'êtes pas parfait, et c'est pas grave, d'accord? Il faut accepter de venir avec ses vulnérabilités, avec ses défauts, parce que oui, on a tous des défauts, et son parcours. Ça sert à rien de mentir, de cacher son parcours. Donc voilà, c'est
Moi, j'aime bien expliquer que c'est un peu comme un parcours d'escalade. Tu vois, il y a des personnes qui arrivent et qui veulent être trop lisses. Mais le problème, c'est que si t'es trop lisse, il n'y a pas de prise. On peut pas monter ensemble. Non, il faut qu'il y ait des aspérités, il faut qu'il y ait des crevasses, il faut qu'il y ait des bosses. C'est hyper important. Et voilà, et les gens qui ne veulent pas se livrer, c'est un vrai problème. Tu vois, encore récemment, j'avais un ami qui me disait, ouais, mais j'ai rencontré cette femme, mais elle m'a prévenu dès le début. Elle a été blessée, alors maintenant elle se protège. Tu vois, je comprends, mais bon, il faut grandir, faut se soigner, faut lire des livres. Ouais, je vois. Ça, c'est important. Et il y a une question que je t'ai pas posée que je pose souvent dans le podcast. Est-ce que tu as eu des traversées du désert pendant ta carrière, tu vois, des moments de doute, de fort doute, où tu t'es posé la question de ce que tu allais faire, est-ce que tu t'as douté de toi, etc. Oui, bah oui, évidemment. Imagine, après 3 expériences dans les achats, quand à chaque fois tu te dis, écoute, quand j'étais chez General Electric, je crois que mes boss, ils avaient compris bien avant moi que ma place, elle était pas là. C'est-à-dire que mon N+3, moi j'étais là, je suis arrivé dans la boîte en août, mon N+3, fin novembre, il est venu me voir en me disant, bon écoute, de l'avis de tout le monde, tu fais que sortir, donc c'est toi qui vas organiser le dîner de Noël pour 100 personnes, enfin pour toute la BU, pour toute la business unit, t'as 100 € par tête, tu nous trouves le truc de fou dans Paris, tu vois. Là je me dis, ah ouais, ok, merde, c'est bon, ils ont déjà grillé que je suis pas à ma place, d'accord, problème. Et puis après, pareil, chez Schneider Electric, j'aimais pas ce que je faisais, chez Valeo, j'aimais pas trop ce que je faisais, donc c'est dur de t'impliquer quand t'aimes pas ce que tu fais, et là tu te dis mince, parce que j'ai étudié, j'ai payé mon école 25 000 €. Enfin, tu vois, j'avais pris un emprunt de 25 000 € pour payer les 3 années d'école. Et en fait, je suis pas à ma place. Et ça, c'est très, très dur. Donc, au moment où j'ai tout quitté, à un moment, le temps de retrouver un travail, le temps de retrouver un truc qui me plaisait vraiment. Et puis, avant de me lancer en tant que coach en séduction, j'ai eu des mois très compliqués et mon meilleur ami me lâchait 500 € par mois. Tu vois, pour survivre, pour finir. Parce que, et ça, ces 6 mois, ça a été très, très, très compliqué parce que je me disais, mais attends, c'est pas possible. T'es quand même pas bête. T'as fait des grandes études. T'as un diplôme qui est censé te protéger du chômage. Et il t'arrive quoi? T'habites dans un taudis, dans un appart tout claqué dans Paris, avec un pote à toi. Vous avez juste un canapé et un matelas par terre. C'est pas ça, la vie que j'avais envisagée, tu vois. Vraiment, 2007-2008, ça a été le petit passage à vide, le temps de me dire, bon, ok, on va aller sur ce que tu sais faire quoi? Tu sais sortir, tu sais connecter les gens. Ah, quoi? Coach en séduction? Mais bien sûr, je pourrais faire ça. Et là, c'était parti. Tu vois, à partir de ce moment-là, c'était parti. Mais c'est vrai que tu as toujours des moments de doute, tu vois. Donc ça, c'était vraiment le premier. Quand j'ai planté ma première boîte, donc la boîte de coaching en séduction, je m'étais lancé tout seul avant de rejoindre le leader du marché, Art de séduire. Donc je m'étais lancé tout seul, mais en fait à l'époque je savais pas encore bien me vendre. Donc pareil, tu te dis oh là là, je suis bon dans mon business, mais je sais pas me vendre. Je connaissais pas le copywriting à l'époque. Donc vrai problème. Et puis après, ouais, le dernier moment de doute, on va dire 2018-2019, au moment où j'ai décidé donc vraiment d'arrêter à la fois la partie coaching en séduction, d'arrêter d'être community manager de Patrick Bruel, parce que je faisais les deux en même temps, pour me consacrer vraiment 100% à mes clients en copywriting. C'est-à-dire que, si tu veux, il y avait 4 casquettes en même temps qui étaient de plus en plus dures à gérer. Il y avait la casquette Patrick Bruel, il y avait la casquette Art de séduire, il y avait la casquette de mon blog perso et la casquette copywriter pour les marques et les autres, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, écoute, si tu as envie de faire un truc un jour dans ta vie, on te dit de pas t'éparpiller, de pas t'éparpiller autant. Donc, voilà, j'ai coupé tout. Et aujourd'hui, ma communication, on va dire qu'elle est un peu plus claire. Je ne communique plus que sur le copywriting. C'est plus simple pour les gens, l'identification, et c'est plus simple pour moi en termes de focus. De focus, ouais, clairement. Et en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui? En quoi tu te sens dans ton sweet spot? Écoute, c'est simple. Quand tous les matins tu te lèves, tu sais déjà ce que tu vas faire, tu sais que tu kiffes ce que tu vas faire, tu sais que tes clients sont contents, que tu vois la suite. Tu vois, c'est ça aussi, c'est que tu t'imagines bien continuer comme ça pendant un moment et que tu as déjà les projets. Tu sais, moi je fonctionne vraiment beaucoup moi je vois une pyramide. Je vois vraiment une pyramide en face de moi et je rajoute une brique à chaque fois. C'est vraiment brique après brique. Typiquement, tu vois, pour le copywriting, les premières briques, c'était de faire le site internet, c'était de mettre en avant les témoignages clients, puis c'était la
brique, la chaîne YouTube Les mots magiques, puis ça a été d'écrire le livre, donc voilà, le guide du copywriting, puis ça a été de faire le TED sur les mots, changer les mots, changer le monde. Tu vois, donc voilà, c'est brique après brique pour vraiment renforcer ce positionnement et pour devenir vraiment incontournable sur ce marché du copywriting. Je vois, très clair. Là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast que j'appelle le Tamil Gatemeri. C'est des questions rapides, tu réponds spontanément. J'ai peur. Ah non, t'inquiète. C'est très bien que mes questions sont sympas. Non, je regarde des questions un peu deep. Pendant tes différentes transitions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, quelle a été ta plus grande peur et comment t'as pu la surmonter? Écoute, moi là-dessus, j'ai un mentor que j'aime beaucoup, qui est très 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 fort. C'est Monsieur Robert Greene. Robert Greene, il a écrit des bouquins, c'est des millions de ventes. C'est vraiment des best-sellers. On l'appelle le néo-Machiavel. C'est vraiment une philosophie de vie où les gens, il y a ce qu'ils disent. Et il y a ce qu'ils font. Faut pas être dupe. C'est pas parce que l'époque est au développement personnel, à la communication mignonne et tout, que par derrière, tu te prends pas des gros coups de batte. Donc, pendant les moments de doute comme ça, moi, je me dis juste toujours, gars, à un moment, tu vas mourir. Donc, c'est pas grave. Moi, je garde vraiment cette idée de la mort qui est ultra motivante pour moi. Tu vois, qui est pas du tout effrayante. C'est juste de me dire, est-ce que ça, c'est vraiment grave? Est-ce que vraiment je vais me prendre la tête là-dessus? Tu vois? Et j'ai toujours un certain relativisme de me dire, franchement, est-ce que c'est dur ça? Rappelle-toi comment t'as été éduqué. Rappelle-toi ton prof de maths qui t'a insulté quand il te remettait tes 2,5. Est-ce que vraiment, là, c'est dur? Non, pas du tout. Mais c'est la peur, c'est pas pareil, tu vois? Non, non, c'est pas du tout la peur. C'est de me dire que vraiment, je te dirais presque, et ça encore une fois, best-seller mondial, le bouquin de Mark Manson, l'art subtil de s'en foutre. La réalité, c'est que il y a beaucoup de choses où je m'en fous. Vraiment, les gens peuvent me parler mal. Tu vois, hier matin, il y a un de mes clients qui m'appelle et pendant 5 minutes, il est là en train de m'embrouiller. Tu vois, parce que il avait pas reçu, il était pas très satisfait parce que il avait pas reçu le mail avec le mot de passe pour se connecter à sa formation. Parce que je donne aussi des formations en copywriting. Il y a une formation en ligne mais le gars m'appelle au bout de 90 jours pour me dire il faut que tu me rembourses et tout, et pendant t'es un voleur et tout. Je lui fais donc je laisse l'orage passer. Je lui dis écoute, on va trouver une solution. Tu sais, je reste très très calme. J'ai vécu des trucs tellement plus hardcore que quand on me parle mal, je suis là, juste, tu sais, je rigole. J'ai un grand sourire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, la question que je posais, c'était plus, est-ce que tu as eu des peurs, en fait, dans tes transitions? Et si oui, comment tu as pu les surmonter, tu vois? Parce que là, ce dont tu me parles, je vois, c'est plutôt les attaques qu'on te fait. Et je comprends de l'art de s'en foutre, mais tu vois, je pense qu'on est tous habités par des peurs. Quelles qu'elles soient, on a tous des peurs différentes. Bien sûr. Toi, quelles sont tes peurs et comment tu les surmontes? Écoute, je pense que c'est une peur qui a été transmise dans l'éducation, vraiment, peut-être la peur de manquer, tu vois, la peur de manquer par rapport à l'argent. Donc, il y a des moments où j'ai vraiment frôlé le zéro, il y a des moments où j'étais dans le négatif, mais en fait, j'ai pas tant peur que ça parce que j'ai déjà surmonté tout ça. Je sais que j'ai mes potes autour de moi, je sais que j'ai mon frère, je sais que de mes grandes forces, c'est mon réseau. Donc, même si je prenais un pari complètement fou pendant une transition, tu vois, typiquement, la dernière transition, quand j'ai arrêté, j'ai coupé des sources de revenus, j'ai coupé Art de séduire, j'ai coupé Patrick Bruel. Du coup, ma source de revenus, elle était beaucoup plus faible pendant un moment. Et le pire, c'est que 1 an après, 2 ans après, je suis devenu papa. Donc là, tu dis, wow, je suis en plein lancement d'activité, c'est pas encore super stable, c'est pas un truc de fou. Et là, c'est plus juste manquer pour moi. Parce que moi, si je manque, je peux manger des pâtes pendant 1 mois, je m'en fous, tu vois. C'est pas un souci. Je l'ai déjà fait, je peux le refaire. Mais non, là, t'es vraiment responsable parce que t'as une petite fille maintenant. Je vois très bien. Donc, ça, ce serait peut-être, allez, je vais te dire, la seule peur. Mais en fait, avec l'âge, j'ai tellement pris confiance en mon process que je sais, et tu vois, et à chaque fois, ça manque pas. À chaque fois que mon compte en banque, à cause d'un move un peu idiot, d'un investissement idiot ou quoi, je me retrouve en limite dans le rouge, le lendemain matin, tu peux être sûr que le téléphone il sonne avec 2 propositions de mission. Donc j'ai vraiment appris à ne plus m'en faire. Et pour contrer ces peurs, j'essaie vraiment de rester. J'ai un pote qui allait encore plus loin pour s'en souvenir tout le temps. Moi, j'essaie d'y penser toujours mentalité d'abondance. Lui, il s'est fait tatouer abondance sur le bras. Tu vois, juste pour y penser,
parce que ça te donne en fait un état d'esprit, une énergie où vas-y, t'as pas peur. Parce que je te promets que les textes que tu produis quand t'es pas bien, quand t'es malade, quand tu broies du noir, les textes que tu produis quand t'as peur de pas gagner d'argent, ils sont pas bons. Ils sont vraiment pas bons. Alors que quand scarcity quoi. Exactement. Alors que quand t'écris en mode growth mindset, tu vois, t'es là, c'est bien, je partage, je donne, je sais que ça va rentrer, tranquille. Tu vois. Donc ouais, voilà, moi ma peur ce serait ça, mais la réalité c'est que à chaque fois, je sais que je sais retomber sur mes pattes. Ok, je vois très bien. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Je crois que je l'ai toujours pas apprise. C'est vraiment réussir à dire non. Il y a rien de plus important que de réussir à dire non. Tu sais que j'ai écrit, c'est le sujet de ma dernière newsletter. Je l'enverrai. Ben voilà, tu vois. Non mais donc tu connais le souci. Moi je sais dire non pour le coup. J'ai appris à dire non. Mais ouais, mais on a tellement envie d'être aimé. On a tellement envie que les autres ils nous acceptent, qu'ils nous trouvent bien, qu'ils nous trouvent intelligents et tout, que bon, quand quelqu'un a besoin d'un coup de main, quand quelqu'un a besoin d'un rendez-vous, tu vois, typiquement là, moi je sais que je peux pas prendre de nouveaux clients jusqu'à août parce que je suis déjà rempli complètement. Mais quand il y en a qui m'envoient des mails quand même, bon, je vais quand même prendre le call, tu vois, mais c'est idiot. Je devrais pas le faire, ou je devrais leur dire viens, on se parle dans un mois, tu vois, là j'ai pas le temps. Mais j'ai encore un peu ce petit reste de il vaut mieux être disponible que être rare, alors que la réalité c'est que plus t'es rare, plus on te payera cher. C'est clair. Plus t'es rare, plus on comprendra que t'es occupé, donc que t'es bon, donc ça vaut le coup d'attendre pour travailler avec toi. Donc ouais, non, moi j'ai encore ce problème aujourd'hui de temps à autre. J'ai progressé beaucoup, mais de temps à autre, il y a des petites rechutes où je me dis, tu vois, genre un pote qui a besoin de toi pour faire un truc, alors que toi, tu dois vraiment finir autre chose. Bon, d'accord, je vais aller l'aider. Tu vois, ouais, c'est exactement le sujet de la newsletter. Tu verras, c'est des trucs classiques, tu vois, mais un truc de people pleaser. Mais après, on est câblé comme ça, hein, et c'est par nature. C'est ça. Et il faut déconstruire tout ça. Quelle est la valeur qui te correspond le plus? Écoute, pendant très longtemps, j'ai répondu et j'ai écrit. Ça, vraiment, c'est l'excellence. L'excellence. Je ne veux que l'excellence. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, je veux que le truc, il soit parfait, il soit excellent. C'est hyper important pour moi, toujours pareil, tu sais pourquoi? Pour être apprécié, pour qu'on dise que le travail il est bien fait. Mais ça te met pas la pression parfois? Mais évidemment, mais c'est pas grave, tu vois, moi j'ai zéro souci avec cette notion de pression parce que j'ai pas si tu veux, j'ai jamais eu de problème de burn-out, de bore-out ou quoi, non, c'est juste que on grandit tous avec des histoires différentes. Moi, j'ai grandi avec les histoires des athlètes, tu vois. Et un athlète, il se défonce, il travaille. Les athlètes et la guerre, ok, avec les entraînements très très durs des commandos. On dit toujours entraînement difficile, guerre facile, ok. Donc pour moi, tu vois, quand je suis allé à Question pour un champion, la première fois, je me suis fait éclater, je me suis fait rouler dessus. Le mec en finale, il m'a mis 15-3. Pitoyable. J'ai été dégoûté. Et quand j'y suis retourné, voilà, en 2018, là, c'est bon, j'ai gagné. Et j'étais super content de moi. Mais parce que dans ma tête, voilà, les gens, quand ils se disent, c'est Slim Niederhofer dans le copywriting, ok, c'est l'excellence. Je veux que ce soit ça. Je veux pas que ce soit autre chose. Donc ouais, sur cette valeur-là, l'exigence. En fait, voilà, au-delà de l'excellence, je te dirais peut-être l'exigence. L'exigence, ouais, je vois. Parce que l'exigence, en fait, tu contrôles. Alors que l'excellence, c'est un avis que les autres donnent. Ouais, complètement. Et du coup, l'exigence, tu peux le contrôler parce que c'est toi, t'es exigeant avec toi-même, quoi. Mais après, c'est pas ça. Trop l'être, mais. Et c'est ça qui est très dur. En fait, c'est ça qui est très dur, c'est de faire comprendre aux autres pourquoi t'es exigeant à ce niveau-là. Tu sais, il y a un truc, quand tu côtoies un peu les artistes, tu vois que les gars, ils sont ultra pointilleux, qui sont complètement contrôle fric, qui vont jusqu'au bout des choses, qui ne laissent pas, mais vraiment, ils laissent pas un demi-centimètre au hasard. Il y a pas le temps, c'est pas possible pour eux. Et ça, en fait, c'est pareil pour l'armée, c'est exactement la même chose. Et dans l'écriture, dans ce que je fais pour mes clients, c'est la même chose. Et tu vois, typiquement le TED qu'on a fait, la conférence TED qu'on a faite, moi aujourd'hui, bon voilà, je suis déçu de ça. Pourquoi? Parce que il y a trop de points qu'on maîtrisait pas, comme l'éclairage, comme le son, et le résultat, du coup, je trouve qu'il est pas assez haut niveau. Et quand je travaille avec des gens, je suis obligé de leur expliquer ça. Pourquoi il faut être exigeant? Parce que officiellement, l'époque, elle va te dire mais non, il faut être détendu et tout. Ouais, laissez-moi tranquille. Tu vois, moi, ça m'intéresse pas d'être gentil, d'être mignon, et même après, de temps à autre. Dur. Tu vois, je trouve que c'est dur.
Parce que moi, je suis un peu comme toi, mais en même temps, je me dis que parfois, il faut lâcher. En fait, moi, ce que j'ai appris à faire, c'est de dissocier ce que je contrôle et ce que je contrôle pas. Ah, mais complètement. Et de me dire, je suis hyper exigeante avec ce que je contrôle. Et en fait, moi, je rumine beaucoup sur ce que je contrôle. Je gruminais en tout cas beaucoup sur ce que je contrôlais pas. Tu vois, typiquement le TED, c'est exactement ça. On avait tous le seum, faut le dire. Mais du coup, c'est un truc qu'on ne contrôle pas. Et du coup, je me suis détachée de ça en me disant, je me concentre sur l'expérience qu'on a vécue et c'était trop bien, tu vois. C'est exactement ça. Tu sais. Mais c'est pas simple. Il y a un grand philosophe, Johnny Hallyday, qui déclarait que son fils, il aurait jamais une grande carrière. Pourquoi ? Parce que il est né dans le confort. Tu vois, il est né déjà dans le confort. C'était pas possible pour lui d'avoir autant cette rage, cette hargne. Et ça, je pense que beaucoup on va dire des self-made men et women que je connais, tu regardes un peu et dans leur enfance, il y a un truc qui fait qu'ils sont obligés d'aller briller, qu'ils sont obligés d'aller faire plus que les autres, qu'ils s'imposent cette discipline. Et moi, tu vois, quand je travaille avec des stagiaires ou autres, et que je vois le niveau, je me dis, mais il me fatigue. Pourquoi est-ce qu'ils donnent pas un peu plus? Pourquoi ils n'exigent pas plus d'eux-mêmes? Mais la réalité, c'est que tout le monde ne peut pas avoir ce niveau d'exigence et que, tu sais, toujours pareil sur ce test de personnalité DISC, oui, il y a 5% de dominants dans la société, va y avoir 15-20% d'influents et 50% c'est les verts, les stables. C'est les verts, les stables, voilà. oui. Et oui, les gens normaux, monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde, c'est ma mère. Elle a pas envie elle galère à arrêter de fumer, voilà. Elle a pas envie, tu vois, la notion d'effort, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, notre société. Mais toi, du coup, ça, tu l'as puisé où, chez ton père? Ouais, beaucoup plus chez mon père, sur le côté sportif, le côté atteindre des objectifs, parce que ouais, c'était ultra motivant. Et puis surtout, tu vois, encore une fois, hein, je le racontais dans le TED, il me disait juste toujours, un travail, ça se fait de A à Z. Je mettrai ton lien du TED dans les références. Cool. Tu lâches pas tant que t'as pas fini. Et tous mes voisins, c'était la même chose, parce que c'était le commandant, le capitaine, tous ces gars-là, tu vois. Il y a une vision du monde où c'est juste tu lâches pas tant que c'est pas fini. Je vois. Et qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que serait une vie réussie pour Selim? Écoute, moi aujourd'hui, ma vision de la réussite, elle a changé vraiment depuis que je suis devenu papa. Je t'aurais dit il y a quelques années, pour moi la réussite, ça aurait été juste de faire ce que je veux comme taf et de gagner suffisamment pour bien vivre ma vie, pour m'amuser, pour partir en vacances, pour avoir la good life. Tu vois, vraiment good life / best life, très très bien. On connaît. Maintenant que je suis papa, je me dis ok. Au moment où je vais mourir, tu as toujours cette idée, quand je vais mourir, qu'est-ce que je veux que ma fille elle ait retenu? Qu'est-ce que je veux qu'elle ait appris? Je veux qu'elle puisse se débrouiller toute seule. Je veux qu'elle puisse gérer toutes les situations de la vie. J'ai envie de transmettre beaucoup. Et cette idée de transmission, elle était déjà présente dans le coaching, bien évidemment. Mais là, on passe encore à un autre niveau quand c'est ton propre enfant. Et du coup, pour moi, l'idée de la réussite, ce serait justement que ma fille, elle soit heureuse. Tu vois, j'aurais réussi ma vie si ma petite fille, elle est capable de faire ce qu'elle veut dans la vie, qu'elle sait se défendre intellectuellement, tu vois, pas forcément physiquement, mais si, c'est bien aussi si elle peut mettre 2-3 droites si on l'embête un peu. Mais ouais, ce serait vraiment ça, de me dire ok, j'ai fait un bon travail de papa parce que ma fille, elle est adaptée à cette société. Si elle a envie de la changer, elle peut la changer. Si elle a envie de jouer le jeu qui est en place en ce moment, elle sait jouer le jeu, elle comprend les codes et elle a plus d'une corde à son arc, et qu'elle choisisse la voie qui va la rendre heureuse. Donc ouais, non, vraiment cette notion de réussite, c'est aujourd'hui très très lié à est-ce que j'ai du temps pour ma fille. Tu vois, c'est très très lié à ça. Donc oui, avoir des clients prestigieux, c'est très très bien. Je suis super content. Faire rentrer du cash, oui, bien évidemment, c'est important. Mais pour quoi faire? Pour payer les cours de poney de la petite, pour payer la piscine, pour tu vois, voilà, pour que elle ait la good life et que derrière mettre toutes les chances de son côté. Je pense que chaque parent veut ça. Chaque parent veut que son enfant vive une meilleure vie que la sienne. Complètement. Tu as parlé de beaucoup de livres. C'est une question que je pose. Je mettrai quand même en référence tous les livres dont tu as parlé pendant la discussion. Mais est-ce que si tu devais recommander un livre qui t'a particulièrement marqué, qu'est-ce que tu recommanderais aux auditeurs et à moi-même? Alors écoute, si je dois en recommander un seul, ce serait le livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. Ok. Je l'ai pas lu.
Power, c'est son best-seller. Tous les rappeurs américains en parlent dans leurs chansons. On voit parfois Power dans des séries, ok, dans des comment il s'appelait? Billions, une série pareil sur le biz. Okay, je vois, mais je l'ai pas regardé. Voilà, mais... c'est vraiment le bouquin de référence sur les lois du pouvoir, tu vois. Comment on fait pour prendre le pouvoir, comment on fait pour asseoir sa marque. Il est pas orienté marketing, ok. Et à chaque fois, il y a des histoires qui sont très très fortes et il t'explique en gros comment mener ta barque, comment bien mener ta vie. Celui-là, il est très très fort. Et un autre Robert qui est très très bon aussi, ce serait Robert Cialdini, Influence et manipulation, parce que alors le titre français c'est Influence et manipulation. Ouais, il est un peu hardcore. Ouais, c'est pas fou. Le titre US c'est pas ça. Ouais, c'est ça, c'est souvent. Quand c'est traduit en français, c'est toujours mal traduit, du coup, ça rend pas. Mais disons que c'est un titre un peu plus polarisant parce que le titre US, il est bien plus gentil. Attends, peut-être que je peux te le trouver tout de suite. Cialdini Influence. Oui, il s'appelle juste Influence, the Psychology of Persuasion. Tu vois, il s'appelle juste Influence. C'est juste nous, on a rajouté le et manipulation et le truc est best-seller depuis 30 ans. Tu vois, c'est un bouquin qui date des années 80. Je le connais pas, je le connais pas. Ah, lis-le parce qu'en fait, dedans, tu as tous les principes de persuasion qu'on utilise en marketing. Tu vois, la rareté, la vitesse, les points communs, le principe d'engagement, le principe de preuve sociale. Tout est dedans et tout ce que tu peux lire aujourd'hui, ça découle de ça. Ok, super, trop cool. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais ajouter, qu'on n'a pas abordé, que tu voulais dire, une question que je t'ai pas posée, ou juste voilà. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment, comme d'habitude. Super bon moment, très très chouette. Non, j'ai rien à ajouter. Moi, j'aurais bien aimé savoir, tu vois, ça c'est une question qu'on doit pas souvent te poser. Si toi, tu devais recommander un livre, tu recommandes quoi? J'en ai tellement, purée. C'est dur, hein? Ouais, c'est méga dur. Mais dans mon top 3, j'ai quand même Souffle mon amour. Je sais pas si tu connais. Oui, parce que ma femme, elle l'a, celui-ci. Voilà, que j'aime beaucoup. C'est vraiment c'est une histoire d'amour, mais pas d'amour d'amour sentimental entre un homme et une femme, voilà. C'est vraiment une histoire d'amour, d'amitié et de spiritualité. Ouais, et que j'aime énormément ce livre. Après, j'ai L'Alchimiste de Paulo Coelho que j'aime beaucoup. Puis non, franchement, j'ai pas mal de livres. C'est dur. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, je me défile un peu, tu vois, quand je pose la question de la réussite, quand je pose la question des livres. C'est parce que moi-même, je suis en construction aussi de ça, tu vois. Ouais, et les bien livres, sûr. c'est méga dur. Les livres, c'est méga dur. Faut que tu vois, j'avais commencé un book club avec le podcast. Bah oui. Bon, j'avais trop d'ambition parce que je voulais tout faire en même temps et je pouvais pas en termes de temps. Mais je lis énormément et il faudrait que je relance ça. Je sais pas si c'est en book club, en podcast ou bien dans la newsletter, mais il faut que je fasse quelque chose, ouais. Ah, ça j'adorerais vraiment. Ça fait partie des idées toujours, hein. Le book club, le truc chaque semaine, le livre à recommander. Bah ouais. Normalement, dans mon planning éditorial, c'est le dimanche. Tu vois, le dimanche, je propose un peu la lecture de la semaine. Mais en vrai, il y a tellement de taf que j'ai du mal à tenir. C'est dur. J'ai du mal à tenir ça en ce moment. Ouais, exactement. Moi, c'est un peu mon dilemme du moment. Et si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre, quelle est la plateforme la plus propice? LinkedIn, écoute, ouais. LinkedIn, Selim Niederhofer, ou Instagram aussi, Selim Niederhofer. Ok, de toute façon, je mettrai tous les liens, ton Insta, ton site, ton TEDx, tout ton livre, je mettrai tout. Merveilleux. Que demander de plus? Je mettrai tout et voilà. Bah écoute, je te remercie Selim, c'était très cool. Et de toute façon, on se dit à très vite parce que on se capte dès que je reviens à Paris, on se capte. C'est ça. À très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci.